à tous, merci Charlotte pour cette présentation, merci Joël pour avoir fait la liaison, merci à RSE et PED et Global Compact pour nous permettre de prendre la parole aujourd'hui et de vous présenter nos actions pour sécuriser la filière achat et puis pour parler de toutes nos relations avec l'Afrique. Donc tout d'abord, pour vous présenter TDV que vous ne connaissez vraisemblablement pas, nous sommes une PME, une entreprise familiale fondée en 1950, qui est aujourd'hui pilotée par la 5e génération. Donc il y a 2 familles qui détiennent l'entreprise, ce sont ces 2 familles qui pilotent l'entreprise depuis le début. On est basé en Mayenne, dans le nord-ouest de la France. On occupe 168 salariés, on est 100% intégré, donc je vous expliquerai plus tard ce que nous faisons exactement, notre intégration, et nous avons donc un seul site de production à Laval en Mayenne. Notre métier, c'est fabriquer du tissu pour vêtements de travail. Donc notre mission, vous l'avez comprise, c'est vêtir et protéger au travail. Nous avons une vision qui est l'excellence textile au service de nos clients et au service de l'utilisateur final. Et dans nos valeurs, il y a donc l'ancrage territorial durable, c'est-à-dire maintenir les savoir-faire et l'emploi en France et en particulier en Mayenne, et pouvoir continuer de travailler dans le respect des hommes et dans le respect de l'environnement. Nous habillons par an 3 millions de porteurs. Depuis la création de l'entreprise, nous avons tissé 600 millions de mètres de tissu. Nous investissons régulièrement dans l'outil de production nous avons donc dont un investissement 6 millions d'euros en 2014 sur une ligne de production alors destinée à améliorer la productivité, la qualité, le délai, mais également à réduire notre empreinte environnementale. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et nous faisons à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc nous avons 4 gammes de produits. Des tissus à base de coton ou des mélanges coton-polyester. Nous utilisons même parfois du polyester recyclé, des fibres biosourcées et nous avons également quelques tissus composés de divers fils et fibres techniques. Donc nous avons une gamme de produits qui est image, puisque quand on protège au travail, on peut protéger de la salissure uniquement. Donc ça va être la blouse du laborantin, le bleu de travail, le tablier du sommelier. Mais nous pouvons également protéger les hommes sur leur lieu de travail, puisque là vous pouvez avoir des risques d'explosion, de début de flammes, de projection de métaux en fusion, de produits chimiques, de décharges électrostatiques. Donc là c'est la gamme plus technique avec la gamme protection. Une gamme militaire, puisque nous équipons les armées, la justice, la police. Et puis, parmi ces 4 gammes, nous avons une gamme de produits que nous appelons la gamme éthique. Alors pourquoi éthique? Parce qu'elle sera constituée de tissus à base de coton ou équitable et biologique, ou des mélanges avec du polyester recyclé ou des fibres biosourcées, comme par exemple le chanvre. Et on parle de 4 gammes éco-conçues, parce que même si les 3 autres gammes vont utiliser par exemple des cotons conventionnels, tout produit pensé et fabriqué à TDV l'est en envisageant d'avoir un impact social et environnemental le meilleur qui soit. Nos clients vont donc être des fabricants de vêtements de travail, puisque nous n'allons pas jusqu'aux vêtements, vont être des loueurs de linge ou des distributeurs. Donc je vous disais tout à l'heure que nous étions intégrés, c'est-à-dire que nous allons jusqu'au tissu final. Donc chez nous rentre de la fibre de coton, fibre de polyester ou autre fibre, et sort du tissu. Pour obtenir un tissu, il faut transformer la fibre en fil, donc c'est fait à Laval. Pour obtenir du tissu, il faut donc tisser ce fil pour obtenir un tissu et ensuite nous allons teindre le tissu ou le finir puisque nous pouvons apporter des fonctionnalités anti-moustiques, antibactériens, antistatiques, anti-feu en traitant le tissu. Voilà. Donc ces 4 métiers-là
sont faits 100% en France. TDV Industrie, excusez-moi, dispose du logo Origine France Garantie. Nous faisons tous nos produits en France, que nous vendons en France et à l'étranger. Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 14001. Certains de nos produits bénéficient du label EcoCert, GOTS EcoCert, puisque nous utilisons des cotons bio. Nous sommes labellisés Max Havelaar. Donc pour la partie équitable, évidemment, nos produits portent le label Ecotex qui garantissent une innocuité au contact de la peau des porteurs. Nous sommes membres du Global Compact, en partie du bureau exécutif France. Voilà, je crois qu'il y a une première pause là, Joël. Oui, tout à fait. Donc merci beaucoup Corinne pour cette introduction. En particulier, moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment la démarche d'éco-conception des produits du début à la fin. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions dans la boîte de conversation, donc à tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions, peut-être que ça viendra après à la partie suivante. Par contre, moi, j'en avais une. En fait, c'est des questions qui nous ont été posées via les inscriptions en ligne. Et je pense qu'il est intéressant de vous poser, Corinne. Donc c'est comment la RSE, parce que je pense que TDV Industrie doit être un bon exemple, comment la RSE peut-elle contribuer à rendre les entreprises du domaine de la grande distribution plus performantes? Alors je dirais, plutôt que les entreprises de la grande distribution, je dirais les entreprises en général. Voilà. Je vous redonne la parole, Corinne. Je dirais, alors, je ne peux pas parler pour la grande distribution en particulier, mais en général, j'aurais tendance à dire que de plus en plus, le consommateur veut savoir ce qu'il achète, à qui, comment le produit ou le service a été conçu et comment il est mis en marché. Donc aujourd'hui, il me semble que la RSE, effectivement, permet de rendre une entreprise plus performante, pouvant réaliser plus de chiffre d'affaires, augmentant son nombre de clients, parce qu'elle est également soucieuse ou a les mêmes préoccupations que ses clients. Et puis, ça également plus performant au niveau de ses salariés, parce que des salariés qui voient que leur employeur a des considérations sociales, fait attention à payer ses fournisseurs au juste prix, dans le respect de leur liberté, dans de bonnes conditions de travail, que leur employeur a des préoccupations environnementales, eh bien ces salariés-là, quand ils voient l'engagement de leur employeur, eh bien, ils seront fiers de leur entreprise déjà, et puis ils peuvent être ensuite plus loyaux, plus fidèles à leur entreprise. Voilà. Donc c'est comme ça, à mon avis, qu'une entreprise, qu'elle soit de la grande distribution ou pas, elle peut être plus performante. Pour moi, la RSE est un levier de performance des entreprises, quelle que soit leur taille. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Joël? D'accord, très bien, merci beaucoup. Oui, merci. Alors, je pense qu'on a deux questions maintenant, mais je pense que ça sera... ça va être plus ou moins expliqué dans la deuxième partie, donc peut-être qu'on vous pourrez réapprofondir en faisant cette deuxième partie. Donc Evelyne Picheneau qui demande quelle est la provenance du coton et comment sont gérés les achats responsables en amont de ce que vous faites, de ce que fait TDV Industrie. Et Roméo Guinsom, je suis désolée Roméo si je prononce mal votre nom, qui demande du Cameroun, qui demande si l'entreprise dispose si votre entreprise dispose de ses propres plantations ou bien travaille avec des agriculteurs, puisque vous avez parlé d'une chaîne intégrée. Donc je vous laisse choisir si vous répondez maintenant ou si vous répondez dans la... Et puis ça fera, quand nous interviendrons sur les slides, ça fera une redite. Alors notre coton vient principalement d'Afrique. C'est un choix de notre part. Tout d'abord pour des considérations environnementales. On achète notre coton en Afrique, en particulier au Mali, ou ça peut être au Burkina Faso, parce que le coton qui pousse là est cultivé avec une irrigation pluviale, c'est-à-dire c'est l'eau de pluie uniquement qui va arroser les cultures, et non pas une irrigation mécanique où on sera allé puiser de l'eau. On sait que le coton est très consommateur en eau pour pouvoir pousser.
Donc on va pouvoir utiliser un coton qui va avoir un impact hydrique nul ou le plus faible qui soit. Donc au départ, on va utiliser une matière qui a un faible impact environnemental. Voilà. Après je reviendrai en détail. Mais en Afrique, après on peut acheter dans d'autres pays, qui vont être le Brésil, un peu l'Espagne, un peu l'Asie centrale. Mais là il s'agira de cotons conventionnels qui ne seront pas bio, pour la simple et bonne raison que le coton, comme le vin, aura des qualités différentes en fonction du terroir, en fonction des facteurs d'ensoleillement, en fonction de la pluie, et que le secteur du vêtement de travail étant très exigeant, là je parlerai donc en termes de performance mécanique et de régularité coloris, et bien afin d'assurer une régularité de notre matière identique du 1er janvier au 31 décembre de l'année et sur plusieurs années, on a besoin un peu de lisser les qualités, de les mélanger pour assurer la régularité. Ensuite, Evelyne, je reviendrai plus tard sur les achats responsables en amont, comment on suit ça. Et pour répondre à Roméo, alors on a bien une chaîne intégrée, mais de la fibre qui arrive chez nous, hein, la fibre de coton va rentrer chez nous à Laval jusqu'au tissu. Nous n'avons pas nos plantations. Nous achetons coton en Afrique parce qu'il ne pousse pas en France. Hein. Si on avait des cultures de coton en France ou en Europe, on prendrait au plus local. Ça fait partie également de nos préoccupations. Par contre, nous travaillons avec des cotonculteurs. Du fait d'être labellisés Fairtrade, Max Havelaar, nous savons avec quel cotonculteur, de quelle coopérative nous travaillons et nous avons identifié les parcelles, nous les connaissons et nous pouvons les visiter. Et je rentrerai en détail plus après. D'accord, très bien. Alors merci. Et puis on peut... je vous laisse continuer plutôt. Et puis on pourra revenir sur ces questions, enfin vous y répondrez. Et puis on avait aussi d'autres questions par les inscriptions, on pourra y venir aussi également après. Donc je vous laisse continuer, Corinne. Merci beaucoup. Je revois la question de Roméo. Quels sont les différents accompagnements offerts aux cultivateurs pour une amélioration de leurs conditions? Dans le cadre de la labellisation Max Havelaar Fairtrade, nous achetons tout d'abord le coton à un prix qui a été fixé et ce prix est toujours supérieur au prix du cours du coton. Donc les cotonculteurs vont recevoir une juste rémunération de leur travail. Et en plus de ce prix payé, nous versons une prime au cotonculteur, prime qu'il est libre d'investir dans les infrastructures qu'il souhaite. Donc là, ça fait partie des accompagnements. Il va pouvoir ou creuser un puits, ou construire un magasin de stockage, ou va construire des écoles pour permettre aux enfants d'aller à l'école plutôt que de les envoyer au champ, puisque ça fait partie des valeurs que nous défendons, ou de construire des écoles pour contribuer à l'éducation des enfants. Voilà. Donc voilà les accompagnements grâce à la prime qui sont faits pour aider les cotonculteurs. Donc je vais continuer. Donc effectivement, les questions préparées en amont de cette présentation, qu'est-ce que c'est pour nous que faire des achats responsables? C'est tout d'abord choisir des fournisseurs qui sont en adéquation avec nos engagements RSE. Alors comment est-ce qu'on peut le vérifier? Nous leur faisons signer aujourd'hui une charte, on appelle ça notre charte d'achat, où nous leur expliquons notre modèle et nous leur demandons s'ils veulent travailler avec nous, de pouvoir s'engager à respecter ce modèle. Nous cherchons également à réaliser nos achats en étant en mesure de vérifier que leur impact social et environnemental sont le plus positifs qu'ils soient. Il est également important pour nous que les matières premières que nous allons utiliser répondent aux attentes citoyennes. Je pense par exemple aux fibres qui vont constituer les vêtements ou aux produits chimiques que nous allons acheter pour transformer et finir les tissus. Eh bien, il faut qu'ils soient sans risque pour les porteurs du vêtement ensuite. Il faut également qu'ils soient sans risque pour les collaborateurs qui transforment ces produits dans notre entreprise. Voilà, il faut que les produits que nous fabriquons et donc les produits que nous achetons soient sécurisants. Et puis
puis, un achat responsable, c'est également un achat qui contribue à l'image et la réputation d'une entreprise. Vous pouvez, si on reprend l'accident qui s'était passé au Rana Plaza, eh bien, se dire je fais mes achats auprès d'une filière qui est tracée, qui est suivie, eh bien, il y a moins de risques en cas d'usine qui s'effondre, de voir le nom de mon entreprise apparaître alors que je fais travailler des enfants, des gens en surnombre dans des conditions de travail compliquées. Donc aujourd'hui, nous avons transformé près de 2000 tonnes de coton équitable ou bio-équitable, donc là bien de coton africain, c'est-à-dire 3 millions de mètres de tissus produits et 550 tonnes de fils réalisés. Ça représente 13 millions d'euros de tissus éthiques. Je vous expliquais que donc, nous avions identifié les parcelles, nous savons quel cotonculteur travaille avec quelle coopérative. Nous nous rendons dans les coopératives et quand je dis des voyages filières, c'est que nous invitons nos clients à venir avec nous voir ce qu'il se passe. Tout comme nous ouvrons les portes de notre usine, aussi bien à nos clients qu'à aux utilisateurs finaux, et nous leur montrons de A à Z tout ce qui se passe à partir du moment où nous recevons la balle de coton et le moment où le rouleau de tissu est emballé et chargé dans le camion qui va leur être envoyé. Le commerce équitable, c'est également une motivation pour toutes les équipes de TDV parce qu'ils sont fiers de voir que leurs dirigeants a ces valeurs, a ces préoccupations vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de l'environnement. Et puis, surtout, ça fait partie des valeurs de Christophe Lambert, notre dirigeant, c'est que acheter de la sorte permet d'avoir un développement sud-nord gagnant-gagnant. Voilà. De travailler toujours, non pas au détriment d'une partie pour être plus au profit d'une autre, c'est que tout le monde soit gagnant. Voilà. Donc je vous expliquais, en 2003, on a rencontré l'association Max Havelaar et on a compris par le biais de cette certification que c'était un moyen de tracer et de sécuriser notre chaîne d'approvisionnement en coton. Et puis ensuite, c'était un bon moyen de véhiculer nos valeurs. Et puis, pour nous, c'est un label qui nous permet, sur lequel nous pouvons nous appuyer pour prêcher la bonne parole ensuite auprès des confectionneurs et des utilisateurs finaux. Pour nous, le coton équitable, qui a été le moteur de notre premier agenda 21, puisqu'on en est au deuxième, le coton équitable est toujours au cœur de notre deuxième agenda 21. Alors, pourquoi donc on utilise du coton africain? Tout d'abord parce que l'irrigation est pluviale, donc on ne va pas puiser d'eau pour faire pousser ce coton. Quand c'est du coton équitable, donc labellisé Max Havelaar, la culture est suivie, on est proche des standards de production du coton bio, donc avec la non-utilisation de pesticides, une récolte qui va être manuelle. Donc on utilise également du coton équitable et biologique, donc les critères sont poussés encore plus loin. Donc on a donc un coton de bonne qualité, qui est très propre, donc il va être plus facilement utilisable chez nous, puisque comme il est récolté manuellement, eh bien nous ne recevons quasiment que la fleur de coton, alors que dans une culture conventionnelle, ce sont des machines qui récoltent le coton et vous vous retrouvez avec le coton et beaucoup de choses à côté. Donc vous avez un coton plus pollué, donc il arrive plus sale, plus noir, donc vous avez beaucoup d'étapes de nettoyage pour qu'il soit parfait dans le tissu. Voilà, donc voilà par quoi passe le commerce équitable. Et puis, nous souhaitons pousser le bouchon encore plus loin, c'est qu'en plus d'utiliser du coton biologique équitable, nous allons le mélanger avec du polyester recyclé, toujours pour diminuer l'impact environnemental de la production de nos produits. Cette slide reprend ce que je vous ai déjà indiqué.
Et pourquoi nous avons également choisi l'Afrique? Parce que il n'y a pas que le coton indien sur la planète, qu'on a une relative proximité géographique avec les pays qui constituent l'Afrique et des affinités culturelles. On sait également que dans la certification Max Havelaar, les parcelles de coton sont identifiées, je vous en ai parlé, elles sont surtout séparées des cultures OGM. Donc on anticipe le risque de pollution OGM. La récolte est manuelle et également parce que on sait que d'un point de vue démographique, l'Afrique va faire face à un défi dans les 20-30 prochaines années et que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à soutenir ce pays pour qu'elle puisse faire face à cette surpopulation dans les années à venir. Donc ici vous voyez quelques images donc de nos voyages où on va présenter aux cotonculteurs les produits finis, ce qu'on a fait avec leur coton. Là, c'est une photo qui montre qu'avec la prime versée, la coopérative, les cotonculteurs ont pu faire construire une maternité. Donc aujourd'hui, les mamans peuvent mettre au monde leur enfant dans de meilleures conditions et avec plus de sécurité. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie, donc je pense qu'il doit y avoir des questions. Ouais, merci Corinne, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, alors on a beaucoup de questions. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Donc Jean-Marie de RD Congo se demandait, si vous étiez convaincu, ou sur la question, je pense que c'était comment vous contrôlez, comment vous pouvez vous assurer qu'il n'y a que les sous-traitants donc dans votre chaîne coton n'utilisent pas les enfants comme main-d'œuvre en Afrique, vu que c'est une main-d'œuvre peu coûteuse, moins coûteuse que donc des travailleurs normaux, et que les enfants soient assez utilisés dans l'agriculture. Donc, est-ce que je vous laisse répondre? Ouais, allez-y. Eh bien, comme par le biais de la certification Max Havelaar, qui va auditer et qui visite très régulièrement les coopératives et les cotonculteurs, on a ce moyen de vérifier. Et un cotonculteur qui ne répondrait plus aux standards de Max Havelaar serait automatiquement déréférencé. Donc c'est pas nous directement qui déréférençons le fournisseur. Nous le déréférençons à partir du moment où on est informé par Max Havelaar, mais comme il y a des audits annuels des cotonculteurs, nous sommes au courant de ça. Effectivement, donc il peut y avoir des cotonculteurs déréférencés si jamais ils ne répondent pas aux critères. D'accord, alors donc ça, vous avez répondu à la question suivante de Nelly qui demandait si vous aviez déjà déréférencé des fournisseurs. Donc vous pourrez peut-être préciser si vous en avez déréférencé vous-même ou si c'est juste par donc le certificateur. Avec plus de 60 ans d'activité, je veux dire qu'il pourrait enlever le label aux cotoniculteurs, je ne sais pas exactement comment, je ne connaissais pas ce mot. Voilà. Bon, vous pourrez nous préciser, peut-être approfondir si vous le souhaitez, sur le déréférencement. Et Nelly aussi demandait, donc avec plus de 60 ans d'activité, quels sont vos liens avec vos fournisseurs les plus anciens? Je vous laisse répondre à ces deux questions et je poserai les suivantes après. Je vous redonne la parole. Alors pour les liens avec nos fournisseurs les plus anciens, je viens d'arriver dans l'entreprise, mais tout comme vous avez vu qu'il y avait une stabilité dans la gouvernance du pilotage des TDV Industrie, les fournisseurs avec lesquels nous travaillons sont des fournisseurs quasi historiques. Donc nous ne travaillons pas dans du one-shot, donc nous sommes en lien permanent, ils viennent, on se rencontre, donc il y a forcément un moment où la transparence elle devient complète. Donc,
Et vis-à-vis des cotonculteurs, eh ben, c'est par le biais des coopératives, même chose, on travaille depuis de nombreuses années avec les mêmes. Alors ça fait pas 60 ans qu'on a du coton équitable. On est référencé Max Havelaar depuis 2004. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est sûr. Et puis aussi, on a noté que vous aviez dit, enfin, vous aviez eu que TDV Industrie avait eu un rôle particulièrement fort aussi pour le développement de la filière coton équitable. Je vais noter ça. Donc très bien. Alors, je pense qu'on avait encore une ou deux questions de Roméo encore. Au regard de la contribution de la culture du coton à la désertification, quelles autres initiatives sont prises pour y pallier? Et l'autre question donc, de Roméo, Max Havelaar a-t-il des représentants locaux? Oui, comment en fait Max Havelaar c'est vraiment mis en œuvre sur le terrain donc sa certification? Je vous laisse répondre et après, bon, la question de Jean-Marie a déjà été posée. Max Havelaar a des représentants locaux et dépêche ses représentants français régulièrement en mission. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, c'est quelqu'un au téléphone qui raccroche ou qui se joint. Voilà, donc c'est rien de grave. Donc effectivement, il y a des représentants locaux. Et au regard de la contribution de la culture du coton à la désertification, vous voulez dire, Roméo, comme quoi le coton contribue à la création de déserts en Afrique? Si, moi je le comprends comme ça. Comme on est sur une culture d'irrigation pluviale, donc c'est la nature qui joue son rôle, nous ne sommes pas en train de puiser dans les réserves hydriques pour cultiver ce coton. Donc il n'y a pas de souci de ce point-là. Ensuite, nous avons une autre initiative, mais là qui ne va pas contribuer à éviter la désertification. Nous avons un programme de reforestation, donc toujours en partenariat avec l'Afrique. Nous replantons des arbres en Afrique qui sont de l'essence Capora procera. Donc c'est une espèce qui est en voie de disparition, donc nous contribuons à réintégrer cette espèce en Afrique. Cet arbre donne des graines. Ces graines produisent une huile et cette huile est utilisée comme pesticide naturel dans la culture du coton. Donc on a un peu bouclé la boucle et ça fait partie des autres contributions que nous avons pour soutenir les cotonculteurs africains. D'accord. Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors je crois que là, on a fait le tour des questions qu'on avait pour le moment. Donc je vous propose, Corinne, de continuer. Donc jusqu'à la fin de votre présentation, on reprendra les questions, puis à la fin, on réessayera de donner la parole à David Roger, donc de Buy Your Way Sénégal, parce qu'a priori, donc, le problème de son devrait être résolu. Voilà, donc Corinne, je vous redonne la parole, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc c'est Capora procera pour l'arbre. Voilà, je vois qu'on a reposé la question. Donc comme on... Excusez-moi, je n'ai pas bien compris le nom. Capora procera, je viens de le mettre en ligne. Ah d'accord, ok, très bien. Donc, très bien. Ok, je vous redonne la parole. Comme on ne contrôle que ce qu'on mesure et que nous sommes réellement dans un souci de transparence, eh bien comment est-ce qu'on reporte toutes ces actions, tous ces engagements, on va dire, parce que tout ce que nous menons là part d'une démarche volontaire. On a une PME de 168 personnes, nous ne sommes donc pas contraints d'établir tous les ans un rapport RSE. Or, nous le faisons depuis 4 ans. On va sortir notre 4e rapport RSE. Donc, on est complètement transparent. Autre moyen de reporting, eh bien, c'est de publier nos communications de progrès au sein du Global Compact, sur le site du Global Compact. On a également un agenda 21, on est inscrit dans le deuxième agenda 21 jusqu'à 2017. On a également mis en place un affichage environnemental, donc c'est un calculateur qui a été réalisé spécialement pour nous, et c'est une première dans la filière textile en Europe, c'est certain, peut-être même au monde.
Nous sommes capables, grâce à ce calculateur, de calculer l'impact environnemental de chaque mètre linéaire de tissu fabriqué chez TDV Industrie. Aussi bien pour les lignes de tissu conventionnels, qui n'utilisent pas de polyester recyclé, de coton bio équitable, que pour les lignes éthiques. Et nous ne nous sommes pas limités à la production de CO2 par mètre linéaire de tissu. Nous avons utilisé d'autres critères, à savoir la consommation d'eau par mètre linéaire de tissu fabriqué, la pollution de l'eau au niveau petit a de l'eutrophication, petit b de l'écotoxicité aquatique. Autre critère, l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, donc la quantité de ces ressources par mètre linéaire de tissu, et également la consommation d'énergie. Donc ce calculateur environnemental nous permet en ligne et sur mesure, quand je dis sur mesure, parce que ça peut être pour un tissu qui est dans notre gamme ou pour un tissu qu'on serait amené à développer sur mesure pour un client, et bien de dire voilà, nous allons prendre telle fibre, faire tel mélange, il vient de telle provenance, nous allons appliquer telle finition, nous allons passer par tel process de fabrication. Donc tous ces critères, consommation d'eau, d'énergie, production de CO2, vont venir alimenter le calculateur et à la fin, nous sortons un petit tableau qui est là, voilà. Nous sommes en mesure donc de calculer la consommation, enfin, la production de gaz à effet de serre par mètre linéaire, combien de mètres cubes d'eau on aura utilisé. Donc là, vous avez le comparatif entre un tissu chez nous qui est un tissu, donc c'est un tissu composé à 65% de coton, 35% de polyester. Vous avez en vert la première colonne, le tissu conventionnel, en rouge et en jaune, le tissu dans sa version rouge, coton équitable, jaune, coton équitable et bio. Et pour la colonne bleue, vous voyez sa version premium, c'est-à-dire coton bio, coton équitable et polyester recyclé. Donc vous voyez que pour une solution premium, on va émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'avec une solution conventionnelle. Quand on regarde la consommation d'eau, alors là c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit bien l'impact du choix d'un coton qui est irrigué de façon pluviale uniquement, puisque là vous avez un coton conventionnel. Et là, vous voyez ce coton bio et équitable, uniquement arrosé par l'eau de pluie. Voilà, donc cette carte d'identité du tissu, eh bien, nous l'affichons systématiquement sur toutes nos fiches techniques produits et sur un mini-catalogue. Quand le client demande « je voudrais l'impact environnemental du tissu Tartampion », eh bien, nous l'éditons dans un catalogue qui est remis au client en ligne directement. Voilà. Sur le même principe, nous sommes en train de mettre en place un affichage social où là, il n'y aura plus de critères CO2, consommation d'eau. Il y aura des critères comme par exemple l'exposition au travail des enfants, qui seront donc mesurés, la contribution à la politique du logement, les efforts d'investissement, le nombre moyen de jours de formation par salarié qui auront été financés, le nombre d'emplois directs créés pour chaque mètre linéaire de tissu produit, le nombre d'emplois indirects hors secteur public, le partage de la création de valeur, voilà, dans qu'est-ce qui va à l'entreprise, qu'est-ce qui va aux actionnaires, qu'est-ce qui va aux salariés, qu'est-ce qui va à l'État, notre contribution à l'éducation, le nombre de retraités financés, le nombre de chômeurs financés, voilà, ce seront quelques critères qui vont venir alimenter cet affichage social qui sera disponible à la fin de cette année. Autre bonne pratique, donc c'est notre programme de reforestation pour la compensation carbone de nos produits, puisque donc pour certains produits, donc, nous savons pour tous les produits la quantité de CO2 que nous émettons, puisque nous savons la quantité de CO2 que nous émettons et que nous savons combien un arbre tout au long de sa vie va absorber de CO2, on sait chaque année combien d'arbres nous devons replanter. Donc aujourd'hui, ça couvre ce n'est pas pour tous les tissus, hein. Tous les tissus ne sont pas compensés carbone, mais nous augmentons chaque année le nombre de références. Et puis également, nous travaillons sur des tissus éco-circulaires. Donc tout comme nous avons cette démarche de comment je fais pour produire un tissu
avec un impact environnemental le plus faible. J'utilise moins d'énergie, j'utilise moins d'eau, j'utilise moins de matière. Par exemple, on va réutiliser nos déchets de coton pour les faire re-rentrer dans la filière. Par exemple, dans nos filatures, plus de 90% des déchets de filature sont recyclés. Voilà. Et donc, on travaille à la mise au point de ces tissus, on va dire, éco-circulaires. Donc voilà notre agenda 21, le numéro 2, où on va travailler donc, dans l'item gouvernance. On s'engage sur l'axe 1 de 2012 à 2017 pour avoir une démarche de progrès continu portée par la gouvernance. Dans la responsabilité sociétale qui nous intéresse aujourd'hui, on travaille les axes 7, apporter notre contribution à la société et à l'intérêt général, et l'axe 8, privilégier un développement solidaire avec le continent africain. L'axe droits de l'homme et éthique des affaires est également développé, et l'axe responsabilité sociétale et la responsabilité environnementale et des consommateurs. Puisque notre démarche, elle est complète, elle est vraiment dans le souci du respect des hommes et de l'environnement, de l'amont, donc ça va être nos fournisseurs, à l'aval, les utilisateurs de nos produits. Là, je vous montre un exemple. Donc, quand je vous disais le petit catalogue demandé par le client quand il veut avoir la carte d'identité d'un tissu, et bien voilà le catalogue qui est issu de notre calculateur environnemental. Voilà, et quelques références, puisque aujourd'hui, alors en France, on est très en avance en termes d'achat durable et responsable par rapport aux autres pays européens dont je m'occupe. On pourrait penser que l'Allemagne, par exemple, a des préoccupations sociétales et écologiques plus importantes. Eh bien non, la France est très en avance. L'Allemagne démarre seulement, et on a même les Pays-Bas qui sont un petit peu plus précoces qu'eux. Et aujourd'hui, on travaille avec on va servir de grandes maisons comme la Sodexo, comme la SOR, comme la Colas, comme la Ville de Paris, la Gendarmerie, Danone. Il y a l'armée également qui nous achète des cotons, des tissus avec du coton équitable et biologique. Voilà. Donc, s'il y a des questions, j'en ai fini pour la présentation. Ok, merci Corinne, je reprends la parole. Alors, en fait, moi, je vais vous expliquer un peu, c'est en Chine, il se trouve que le gouvernement prend des mesures de contrôle encore plus sévères que d'habitude sur Internet. Donc Internet marche mal depuis le début de la semaine. Et là, je crois que ça ne marche plus du tout en ce qui me concerne. Donc en fait, je vous entends par le téléphone, mais je ne vois plus l'écran. Et je ne vois plus ce qu'il y a dans la boîte de conversation. Donc tout d'abord, donc tout ça pour dire que je ne peux plus en fait restituer les questions qu'il y a peut-être dans la boîte de conversation. Alors un énorme merci Corinne pour cette présentation extrêmement précise et détaillée. Je peux répondre aux questions si vous voulez. Peut-on avoir vos rapports RSE? Oui, vous pouvez les avoir. Ils sont en ligne sur notre site internet, et si vous voulez m'envoyer un mail, je vous les envoie si vous n'avez pas les anciennes versions. Donc Moussaoui, c'est tout à fait possible, M. Moussaoui. Partage des rapports RSE, c'est la même question. Proportion de tissu acheté en Afrique. Sinon Chantal peut vous aider. Nous n'achetons pas de tissu. Chantal peut aussi vous aider si... Oui, allez-y. Donc pour répondre à Roméo, nous n'achetons pas de tissu en Afrique, nous n'achetons que la fibre de coton, puisque nous faisons les tissus. Donc aujourd'hui, les achats, vente de tissus, c'est à peu près entre 11 et 15% de notre vente, donc de tissus éthiques, on va dire, c'est à peu près 10 à 15% de notre activité totale. Alors, comment se situe l'entreprise? Oui, excusez-moi, Corinne, je me permets juste, donc Roméo a précisé, oui, il parlait du coton, en fait, il voulait parler, donc, non, mais quelle proportion de coton vous achetez en Afrique, je pense? C'est la plus grande part. La plus grande partie parce qu'on en achète également du non équitable. On est un très gros donneur d'ordre sur le coton africain. D'accord. Pour le coton africain.
D'accord, merci Corinne. Et donc ensuite, effectivement, la question d'Evelyne sur comment se situe l'entreprise par rapport à la concurrence. Eh bien, j'aurais tendance à dire très en avance, dans le sens où tous ces engagements partent des convictions de notre dirigeant et des convictions des parties prenantes dans l'entreprise. Donc, tout ce que nous faisons là n'est pas pour répondre à une règle, à une norme, à une loi. On n'est pas là pour faire du greenwashing ou du fairwashing. Tout ce que nous faisons, c'est parce que ça part de nos convictions. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a sur stock, on a une vingtaine de produits disponibles. On peut teindre à la demande aux clients, donc proposer dans un délai très court et quasiment sur mesure. Voilà, on n'a pas un produit parmi 100 produits. On a un catalogue complet. D'accord. Alors, peut-être aussi c'était une question par rapport à la concurrence, enfin votre démarche finalement par rapport à vos démarches environnementales et sociales. Quels sont les impacts sur la concurrence, quoi? Ou est-ce que c'est un facteur différenciant? Est-ce que c'est un avantage concurrentiel? Est-ce que je dois le comprendre comme ça? Enfin, je sais pas, je me demande si c'est pas ça effectivement ce qui est posé comme question par rapport à la concurrence, quoi, d'Evelyne. Voilà. Alors je vous explique, tout à l'heure je vous disais que nos clients étaient donc des confectionneurs donc de vêtements de travail. Donc soit ils vont confectionner ces vêtements de travail pour mettre dans leur catalogue et les vendre ensuite, mais également ils peuvent être des confectionneurs pour des donneurs d'ordre qui ont lancé un appel d'offres. Donc aujourd'hui, quand de plus en plus, en particulier en France, les items traçabilité, origine des produits, impact environnemental commencent à prendre du poids. On a plus de points quand on est capable de répondre à cela. Et bien effectivement, nous avoir cette démarche-là et cette avance nous permet d'obtenir sur ces critères-là plus de points que nos concurrents. Et aujourd'hui, la RSE est un avantage concurrentiel de TDV Industrie. Aujourd'hui, dans la filière textile, on est connu comme étant le référent. Quand quelqu'un cherche un tissu éthique, il pense TDV. D'accord, ok. Merci. Et je crois qu'en fait, je crois que j'ai vu autre chose là-dessus. C'était par rapport aux appels d'offres publics, effectivement. Est-ce que oui, aujourd'hui, les appels d'offres publics, il y a quelques années, il n'y avait pas cette demande. On souhaite savoir où il y a un tissu, ou par exemple, on ne veut pas de tissu chinois. Est-ce que vous utilisez, est-ce qu'il y a une traçabilité au niveau des matières ou autre? Ces critères sont de plus en plus présents et prennent de plus en plus de poids en termes de points. D'accord, donc là aussi vous confirmez un avantage. Ce qui permet également d'avoir un avantage, et c'est ce qui permet du coup de faire progresser la filière, puisque là ce sont les appels d'offres publics, mais du coup le secteur privé se dit si effectivement la ville de Paris équipe ses rippers de combinaisons qui sont faites à partir de coton équitable, moi mes salariés ils vont me dire tiens, pourquoi est-ce qu'à Paris on prend le soin de leur offrir des cotes dont la matière et les tissus sont tracés, on sait d'où ça vient, ils ont une histoire, et pourquoi pas chez nous. Donc ça a un impact sur le privé, puisqu'aujourd'hui vous avez des entreprises du secteur privé qui se disent le secteur public le fait, ou moi-même j'annonce une charte, je suis éthique, je suis juste, mais est-ce que mon modèle il est poussé jusqu'aux vêtements de travail que je fournis à mes salariés? Donc très souvent, les entreprises du secteur privé se disent mais j'ai une démarche RSE, je dis avoir une démarche RSE, mais il faut que je sois cohérent, aligné sur l'ensemble. Donc le vêtement de travail devient un moyen d'être un indicateur, un témoin de l'engagement RSE de l'entreprise. D'accord, ok, merci.
Donc ensuite, on a donc une question sur vos projets de développement ou projets solidaires sur pour les territoires locaux cotonniers avec lesquels vous travaillez. Donc je pense que vous en avez cité un. Alors pour les projets de développement solidaire, la prime, elle est utilisée librement par le cotonculteur. Donc nous n'avons aucun impact, aucune influence. S'il veut construire une bibliothèque à semences, il le fait. Donc il fait ce qu'il veut au niveau de ce développement. Donc on est juste solidaire avec la prime, il en fait ce qu'il en veut. Ensuite, il y a le programme de reforestation. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. D'accord. Ok, merci. Et donc on a des questions très techniques, alors je vous laisse les lire et peut-être y répondre sur vos produits de peinture en fait. Alors pour les produits de peinture, nous devons trouver le compromis entre impact environnemental et exigence du marché du vêtement du travail. Donc on va aller au mieux disant. Après, sur les produits de teinture, après on va rentrer dans des recettes que je ne peux pas donner là, parce que ce n'est pas ma partie. Mais effectivement, on va toujours chercher à avoir le meilleur produit pour répondre au cahier des charges techniques du client et répondre à notre cahier des charges environnementales. De toute manière, nous sommes contraints par c'est pas la labellisation, la regulation, par REACH, et donc les produits chimiques sont largement contrôlés, légiférés, et on ne peut pas acheter n'importe quoi. Ensuite, transformation en presse en Afrique pour le transfert des compétences, le développement du savoir-faire et la création d'emplois locaux. C'est pour quand? Alors aujourd'hui, on s'engage par le biais de Max Havelaar, puisqu'on a du coton qui sort en fil pour revenir en tissu forcément plus coûteux, comme les barres de chocolat. Ah bah oui, effectivement, un coton biologique et équitable coûte plus cher. Donc les tissus qui sont produits à partir de ces fibres vont coûter plus cher. Charge à nous d'expliquer qu'il faut considérer ce surcoût comme étant un investissement et non pas un coût. Et le surcoût, il n'est pas du triple au quadruple. Hein. Dans un vêtement, les confectionneurs vous diront que ça représente entre 7 et 15% de surcoût. Donc un vêtement conventionnel et un vêtement éthique peut être entre 7 et 15% plus cher. Après, eh bien, considéré comme un investissement, quand une entreprise peut dire à ses salariés, voilà, avant je vous achetais un paquet de vêtements de travail, 100% fait en Chine, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, vous aviez 10 pièces par an, ça me coûtait 200 €. Aujourd'hui, vous n'en aurez plus que 5 par an, ça va me coûter 500 € par package. Par contre, je peux vous dire que le tissu, il est avec du coton bio-équitable, du polyester recyclé, il est labellisé Fairtrade, il a un label Ecotex, il a un label GOTS et EcoCert. Le tissu est fabriqué 100% en France. On a donc conservé des savoir-faire et des emplois en France. Le confectionneur, il est français. Donc voilà, vous en avez moins. Il m'a coûté 2 fois plus cher. Eh bien, le salarié, il se dit, bon patron, il s'intéresse à moi, il a des préoccupations pour moi, il fait attention à ce que on n'ait pas fait travailler d'enfants, que les gens qui ont produit ce tissu et le vêtement, ils ont été payés à leur juste prix. Eh bien, le salarié, il est fier et il en parle autour de lui. Il dit, tiens, effectivement, ça a coûté plus cher, j'en ai moins, mais il y a une histoire. Et donc, le delta de coût entre un conventionnel et un tissu et un vêtement éthique qui a une histoire, c'est là qu'on parle d'investissement et non plus de coût. Parce que du coup, l'entreprise, elle n'a pas besoin d'investir dans des campagnes publicitaires pour dire je suis juste, je suis fair, je suis clean. Elle le fait dans ses actes. C'est un acte citoyen, c'est un acte social, sociétal, et au final, ça coûte moins cher à l'entreprise d'avoir payé un peu plus cher ses vêtements. Elle y est gagnante.
Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, comment finalement ça a un impact positif sur les cotonniers ou cotoculteurs, comment valoriser le fait de cultiver du coton équitable ou dans des bonnes conditions. Je pense que peut-être derrière l'idée de Roméo, c'était de poser la question, est-ce que vous avez des projets, par exemple, de développer une industrie ou d'encourager une industrie qui serait locale, de transformation du coton, qui serait localement, pour un marché local, finalement. J'espère que je traduis. Alors c'est une grande ambition. Nous sommes peut-être trop petits pour pouvoir porter seul cette ambition. Et puis là, il y a des questions d'ingérence également. Nous n'avons pas à décider pour les Africains ce qu'ils ont à faire, mais non, il n'y a pas ces projets-là. Excusez-moi. D'accord. Ok. Donc je pense qu'on a répondu aux questions globalement. Donc merci beaucoup pour toutes ces précisions. Localement en Afrique. Oui, c'est ça. Je pense que ce serait transférer des compétences pour encourager une transformation locale.